Donc, nous allons reprendre pour la dernière session. Donc, comme vous l'annoncez, Guillaume, nous avons voulu innover. Vous savez que ces formations et ces congrès en ligne sont quelque chose qui sont assez nouveaux et qui ont été secondaires, bien sûr, à la crise sanitaire. Et on tenait à essayer de garder une certaine interactivité avec les inscrits pour permettre que l'ensemble des gens puissent interagir et ce qui permet toujours, nous aussi, de nous adapter aux réponses en termes de formation et en termes d'enseignement. Et dans ce cadre-là, on a imaginé une troisième session et pour lequel je voudrais vraiment remercier tout particulièrement les deux orateurs qui se sont prêtés au jeu de préparer ces sessions, parce qu'évidemment, préparer des choses interactives, c'est compliqué. En plus, on se met clairement en danger, parce qu'il y a toujours un risque que ça bug en temps réel, en direct, etc. Donc, normalement, tout a été bien préparé. On croise les doigts, ça devrait bien marcher. Et donc, on va avoir deux sessions. Et vous avez vu que jusqu'à maintenant, les sessions étaient très courtes. Même les plus grands experts nationaux que vous avez entendus, on leur a laissé des temps de parole qui étaient aux alentours de 10-15 minutes. Là, on va enchaîner deux sessions un petit peu plus longues parce que justement, il va y avoir des temps d'interactivité à laquelle on va vous demander de voter et auxquels il faudra répondre. Et il y aura deux thèmes qui seront abordés. Le premier, c'est la formation au leadership dans l'arrêt cardiaque, qui est vraiment quelque chose de majeur dans cette organisation, cette espèce d'organisation autour de la Formule 1 qui passe au stand. Et la deuxième qui sera autour de la prise en charge de l'arrêt cardiaque réfractaire. Alors pour commencer sur le leadership dans l'arrêt cardiaque, on a la joie d'accueillir encore un médecin de l'équipe de Nancy, ce qui montre bien la dynamique de la ville dans ce sujet, qui est le docteur Déborah Jäger. Bonjour Déborah. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien. Du coup, honnêtement, tu vas te lancer, puis tu vas un peu nous faire découvrir ce genre de choses, de modules interactifs. Donc, je te remercie encore vivement de t'être prêté au jeu et au risque du direct sur ce genre de choses interactives. Et donc, je te laisse lancer ton diaporama et puis n'hésitez pas, bien sûr, à répondre aux questions que vous posera Déborah. Le but est vraiment d'être interactif. Merci Déborah. Alors déjà, est-ce que vous voyez tous du coup, c'est tout bon pour la présentation ? C'est bon, on t'entend et on a en plein écran la présentation, c'est nickel. Ok, parfait. Donc effectivement, je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité. Ils m'ont demandé de faire une présentation interactive sur la formation au leadership de l'arrêt cardiaque, dans l'arrêt cardiaque. Tout d'abord, je veux juste préciser, je travaille beaucoup sur l'arrêt cardiaque, mais je ne suis absolument pas spécialiste sur la formation au leadership. Je m'y intéresse depuis quelques temps. Parce que je me suis formée à la simulation et que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup et que je trouvais en tout cas qui était peu traité chez nous, notamment pour nos jeunes médecins. Donc, je m'y suis intéressée et donc c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé de faire cette présentation. Ce sera pas du tout une recette de comment organiser votre formation chez vous, mais plutôt vous montrer un petit peu ce qu'on peut proposer et ce qu'on peut faire. Et puis, on va essayer de le rendre un petit peu interactif si on n'a pas de bug dans la présentation. Alors, tout d'abord, j'ai des conflits d'intérêts, mais pas du tout pour cette présentation. C'est pour d'autres études pour lesquelles on a eu des financements, mais il n'y a absolument pas de conflit d'intérêts pour cette présentation. Pour commencer, pourquoi on s'intéresse au leadership dans l'arrêt cardiaque et dans la prise en charge, notamment dans des situations de crise. Donc, d'un côté, on s'est rendu compte qu'effectivement, nos taux de survie évoluent dans l'arrêt cardiaque très peu, malgré tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été proposé, tout ce qu'on a vu d'ailleurs, toutes ces interactions et ces choses qu'on peut mettre en place. Le taux de survie évolue quand même peu sur ces dernières années et on se rend compte de plus en plus de l'autre côté que ce qui est très important, c'est effectivement le travail d'équipe et que notre équipe soit organisée, qu'il y ait une bonne communication et donc pour coordonner cette organisation et cette communication, que quelqu'un prenne ce rôle de leader dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Il y a aussi une grosse partie qui est l'importance de la performance des premiers intervenants. On en a parlé. Ça va être bien sûr les témoins, mais tous ceux qui vont intervenir dans les premières minutes, que ce soit chez nous en France les sapeurs-pompiers ou les équipes secours qui vont arriver sur place, ça va être leur performance et leur prise en charge qui va interférer sur la survie de nos patients. Donc on a tout intérêt à ce que nos équipes soient bien coordonnées et qu'elles travaillent bien ensemble.
Si vous avez fait un petit peu de simulation, que vous êtes intéressé un petit peu à ces sujets, on parle souvent du cas de Elaine Bromiley, qui est américaine, si je ne me trompe pas. Donc c'est une femme de 37 ans qui a été prise en charge au bloc opératoire pour une chirurgie banale de cloison nasale et qui est malheureusement décédée au bloc opératoire parce que pour une difficulté de prise en charge sur les voies aériennes. Elle est induite en fait pour être opérée. Elle devait être ventilée avec un masque laryngé. Malheureusement, l'anesthésiste n'arrive pas à poser le masque laryngé. Il y a 2 anesthésistes qui arrivent en renfort dans la salle et pendant 20 minutes, tout le monde essaye de l'intuber, de poser le masque laryngé sans succès. Ils arrivent finalement avec le fast track à poser un masque laryngé et à la ventiler. Et en fait, pendant toute cette prise en charge qui dure plus de 20 minutes, elle est à une saturation à 40%. Et malheureusement, elle ne se réveille jamais de cette opération. C'est un cas en fait clinique qui a été beaucoup étudié et on s'est rendu compte qu'effectivement, les spécialistes étaient sur place, le matériel était là, tout le monde était là, mais malheureusement, personne n'a pris ce rôle de leader pour décider ce qu'on allait faire et se mettre un petit peu en retrait et analyser la situation. Donc tout le monde était dans le geste technique à essayer de l'intuber et on n'a pas eu de vision d'ensemble pour se rendre compte qu'elle désaturait à 40% et que tout simplement on pouvait la réveiller plus tôt et ne pas faire son opération et éventuellement lui sauver la vie. Donc c'est suite à des histoires et des cas cliniques comme ça qu'on s'est intéressé au leadership, chose qui est déjà faite depuis très longtemps notamment dans le monde de l'aviation. On y reviendra également. Il y a quelques publications, alors il n'y en a pas énormément, mais il y a quand même quelques publications intéressantes sur l'importance du leadership dans la réanimation cardio-pulmonaire. Notamment en 2012, c'est une étude anglaise. Ils ont comparé des équipes qui prenaient en charge en simulation un arrêt cardiaque. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les équipes qui avaient les meilleures qualités, dans les équipes dans lesquelles on avait un leadership et un leader bien identifié et qui prenait bien son rôle de leader, la qualité de la RCP était la meilleure. En 2018, Nella Motu a interrogé en fait plus de 150 soignants des 9 centres les plus performants dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque aux États-Unis pour essayer de définir ce qui était le plus important pour eux dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque et dans la formation du coup de l'arrêt cardiaque. Et c'est effectivement la qualité de leadership et de communication qui sont ressorties. Donc on commence quand même depuis plusieurs années à se rendre compte de l'importance que ça a dans la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Une étude très intéressante qui est souvent citée en 2010, on a en fait on a pris des étudiants en médecine qu'on a formés à l'algorithme de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ils ont tous eu la même formation, puis on les a séparés en 2 groupes. Un groupe qui a eu une formation technique en fait sur les gestes techniques de l'arrêt cardiaque et un groupe qui a été formé plutôt justement au leadership. On les a laissés pendant 4 mois en stage et en cours et au bout de 4 mois, on leur a refait des séances de simulation et on s'est rendu compte qu'en fait ceux qui étaient formés au leadership avaient une meilleure qualité de RCP et étaient plus efficaces dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque que ceux qui avaient été finalement formés aux gestes techniques. Donc on se rend compte de l'importance de ces compétences qu'on appelle les compétences non techniques et qu'en plus l'apprentissage de ces compétences non techniques ont un effet à long terme et sur la réalisation des gestes techniques et de la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Alors, le but, ça va être un petit peu de répondre à qui on va former au leadership, par qui on va pouvoir les former et comment les former. Donc, c'est un petit peu le but de cette présentation. Ça va être de répondre à ces 3 questions. Alors, on va pouvoir passer, si ça marche, au premier quiz. Alors, parfait. Donc, vous allez pouvoir répondre. Donc, qui sera un bon leader en SMUR pour vous? Alors, c'est donc une réponse à choix multiples. Est-ce que ça va être le médecin de l'équipe, le chef de service, une infirmière expérimentée, le chef d'agré des sapeurs-pompiers ou éventuellement le réanimateur qui passait par là? Alors, ce sera plus dans le cadre d'une prise en charge en intra-hospitalier. Alors, vous pouvez y répondre. On en discutera après. C'est juste pour vous faire un petit peu interagir et puis discuter après de vos réponses. Alors, par contre, je ne suis pas sûre de voir quand est-ce que les gens ont répondu. Hein. Alors, du coup, est-ce que je peux avoir les réponses ?
Parfait. Alors, donc on voit qu'il y en a un peu des réponses qui sont multiples. Le chef d'équipe, le médecin de l'équipe, le chef de service, une infirmière expérimentée, le pompier, le réanimateur. J'avais éventuellement ajouté aussi, je vois que ça a été oublié, un interne qui est chez nous. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse fausse ou juste. Le but, justement, c'est de vous faire comprendre que tout le monde peut être un bon leader en SMUR. Notamment, on s'en rend compte dans les pays, notamment pays anglophones, où il n'y a pas de médecin qui prend en charge un patient en arrêt cardiaque, ça va être des paramédics. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour être un bon leader. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les qualités qu'on va vous demander en tant que leader, ça va être des qualités que n'importe quelle personne qui prend en charge un patient, que n'importe quel soignant peut avoir en tout cas. Les principales qualités du leader, ça va être tout d'abord d'assumer ce rôle de leader, qui n'est pas facile à assumer, on y reviendra. Il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir assumer ce rôle, et c'est souvent très difficile, notamment pour les jeunes médecins, pour nos jeunes médecins qui arrivent, quand ils prennent en charge leur premier arrêt cardiaque, c'est parfois difficile de s'imposer dans ce rôle de leader. Donc il faut pouvoir l'assumer, et il faut pouvoir expliquer à son équipe l'importance de ce rôle, parce que le but du leader, ça va être, comme on l'a dit, de se mettre un petit peu en retrait, ce qu'on appelle minimiser le hands-on. Hands-on, ça va être vraiment de prendre en charge activement le patient, donc de réaliser des gestes techniques, et c'est ce qu'on va vouloir minimiser au maximum pour avoir en fait une vision d'ensemble et être un petit peu en retrait par rapport à la prise en charge. Et donc il va falloir quand même avoir expliqué à votre équipe et aux équipes avec lesquelles vous travaillez l'importance de justement cette position un petit peu en retrait, ce rôle de leader, pour qu'on n'ait pas l'impression que vous soyez juste en retrait et que vous ne vous intéressez pas à la prise en charge. Mais bien expliquer qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des décisions et avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Il va falloir manager le stress. Alors, votre stress à vous, le stress de l'équipe, bien sûr, mais aussi le stress des témoins qui sont sur place quand on est en SMUR. Donc, il y a toute une gestion du stress de l'équipe. Savoir distribuer les rôles, donc connaître les capacités et les rôles de chacun, et pouvoir bien demander à la bonne personne d'effectuer un geste ou une action. Communiquer de façon claire et précise, et dans un second temps, pouvoir débriefer avec son équipe sur la prise en charge. Alors, bien sûr, pas systématiquement sur tous les arrêts cardiaques, mais quand il y a une prise en charge particulière ou que quelque chose a posé souci, il faut pouvoir débriefer avec son équipe. Donc, c'est les principales qualités du leader. Donc, vous voyez qu'en fait, dans l'absolu, il n'y a pas besoin d'être médecin. Effectivement, une infirmière expérimentée peut tout à fait prendre en charge le leadership de l'arrêt cardiaque. Mais on y reviendra un petit peu à la fin. La différence, c'est qu'il y a un moment où il faudra prendre la décision d'arrêt de réanimation, et ça va être la décision du médecin. Donc c'est pour ça que dans nos équipes, on va quand même former les médecins au leadership et pas les autres intervenants de la prise en charge, pour que ce soit le leader qui prenne toutes les décisions, et notamment, si nécessaire, l'arrêt de la réanimation et des décisions un peu plus techniques sur des prises en charge particulières. Alors, pour ce qui est de la formation au leadership en elle-même, elle est recommandée par toutes les sociétés savantes actuellement qui travaillent sur l'arrêt cardiaque. On propose dans la littérature plutôt de favoriser ce qu'ils appellent le spaced training. Donc, le spaced training, ça veut tout simplement dire que vous allez former vos équipes de façon régulière, mais sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire toutes vos formations sur une semaine. Donc faire passer plusieurs fois les mêmes personnes sur une semaine, pour favoriser l'apprentissage et notamment l'interaction avec les personnes, pour qu'ils aient le temps d'intégrer ce que vous faites avec eux. L'idéal, c'est de faire 2 ou 3 formations espacées de quelques semaines pour améliorer en fait l'apprentissage. Donc c'est ce qu'ils appellent le space training, et qui est recommandé par la littérature. La plupart du temps, pour le leadership, ça va être une formation en simulation. Parce que bien sûr, un cours théorique sur le leadership, c'est compliqué. Donc on va le faire soit en in situ dans vos services, soit avec un mannequin. Et puis je vais vous montrer à la fin qu'on peut proposer des choses totalement différentes que avec simplement un mannequin pour former au leadership. On va former le plus possible en équipe, parce que vous allez travailler en équipe dans les suites, et que quand les équipes sont formées ensemble, on a pu démontrer que c'était plus efficace pour la prise en charge.
et vous allez leur expliquer l'importance du langage verbal et non verbal. On reviendra sur tout ça. Pour ce qui est du formateur, il n'y a pas besoin d'expérience particulière. Bien sûr, ça ne va pas être votre plus jeune médecin qui va former les autres au leadership, mais c'est surtout une question d'intérêt et de motivation. Est-ce que vous avez envie de mettre des choses en place, et puis ça va vous demander un certain temps. Donc il faut être motivé pour mettre ces choses en place. Alors, juste c'est la première partie qui est un petit peu moins interactive que la suite. Vous verrez, après il y a des vidéos et des choses où on pourra un petit peu plus intervenir, parce que vous ne pourrez pas tous parler, mais en tout cas voter. Je vous fais juste un rappel très rapide sur la simulation et pourquoi on l'utilise. Donc c'est un outil pédagogique qui est très à la mode actuellement, qui est recommandé notamment par la HAS pour s'entraîner. Ça vient de l'aviation, puisque c'est utilisé depuis très très longtemps dans l'aviation pour former notamment les équipes à des situations de crise qu'on n'a pas souvent dans la vie de tous les jours, mais il faut que les équipes, notamment les pilotes, soient formés à un atterrissage d'urgence, qui se passe quand même pas si souvent dans leur vraie vie, donc ils utilisent la simulation. Les grands principes de la simulation, c'est que l'erreur est humaine, le but est d'apprendre de ses erreurs, mais si on pouvait ne pas faire ces erreurs la première fois sur un patient, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on va utiliser la simulation pour essayer de détecter les erreurs que l'on pourrait faire et essayer d'anticiper et de corriger en fait ces erreurs. Pour ce qui est de la formation de vos équipes, ça permet une reproductibilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire le même scénario à toutes les personnes différentes de votre équipe, mais aussi vous allez pouvoir refaire le même scénario à la même équipe et voir s'il y a une amélioration et faire un avant-après avec votre formation. Bien sûr, on y reviendra. Voilà, ces formations doivent se faire dans un contexte de sécurité psychologique pour que tout le monde puisse intervenir et poser des questions. La simulation va se faire en trois grandes parties: le briefing, le scénario et le débriefing. Le briefing, ça va vous permettre de vous présenter, en fait, de leur montrer le programme de la journée ou de l'intervention, d'accueillir tout le monde. Il y a ce qu'on appelle le contrat fictionnel. Situation comme s'ils étaient dans la vraie vie et formateur, c'est-à-dire que vous devez être au point sur le sujet sur lequel vous travaillez, et eux doivent être interactifs et motivés dans la formation. Et bien sûr, tout ce qui se passe pendant la séance de simulation reste confidentiel, on n'en parlera pas après. Un briefing technique pour présenter le mannequin rapidement, puis vous passez à la phase de scénario, donc une mise en situation d'environ 10 minutes. Vous choisissez généralement un ou deux acteurs qui vont jouer leur propre rôle, et vous allez avoir des formateurs qui vont jouer soit le rôle de facilitateur, donc qui vont être acteurs dans le scénario pour faciliter le scénario, les aider si les acteurs sont bloqués, et puis quelqu'un qui est derrière la console. Si vous avez plus de personnes qui participent, ils seront observateurs et pourront intervenir après dans le débriefing. Pour ce qui est du débriefing, ça va dépendre bien sûr du niveau d'implication de vos participants, parce qu'il va falloir qu'ils discutent. Donc si vous avez un groupe qui n'est pas du tout impliqué, qui n'a pas envie de venir, et que vous avez forcé à venir à cette formation parce que c'était obligatoire dans le cadre de votre service, ça va être compliqué. Le but c'est qu'il y ait une discussion. Donc il faut vraiment que ce soit interactif, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils osent parler, qu'ils osent poser des questions, sinon ça va être très compliqué et très long pour vous. Vous allez avoir une première phase, ce qu'on appelle la phase de réaction, en fait. Donc vous allez demander tout simplement comment ça s'est passé, ce qu'ils ont ressenti pendant le scénario, et c'est à ce moment-là qu'il faut être très attentif, parce que vous allez avoir des objectifs émergents. Quand vous préparez votre séance, vous allez avoir 2-3 objectifs maximum que vous voulez traiter avec votre équipe, vos apprenants, et parfois malheureusement eux, ce qui les a bloqués et ce qui les intéresse, c'est complètement autre chose, et c'est ce qu'on va appeler les objectifs émergents, dont ils vont parler souvent au début de la phase de réaction. Donc il faut essayer d'écouter pour quand même les prendre en compte dans votre débriefing. Vous allez en fait décrire la situation et puis surtout analyser objectif par objectif ce qui s'est passé pendant la situation, et faire une synthèse.
Donc c'est ce que je vous disais, à gauche, vous allez, à droite, pardon, je suis mal avec ma droite et ma gauche, à droite, vous allez avoir ce que vous avez préparé, les objectifs sur lesquels vous voulez travailler. À gauche, parfois, les objectifs et ce qui a posé problème à l'apprenant qui est totalement différent de ce que vous aviez préparé. Et donc, il faut trouver des objectifs communs et en tout cas, discuter de vos objectifs, mais aussi prendre en compte ce qui était important pour vos apprenants et trouver un point commun entre les deux. Juste pour finir sur ce qui est vraiment très théorique, pour le débriefing, donc vous avez 3 techniques de débriefing. Vous avez ce qu'on appelle, ce qui est le plus facile à mettre en place, mais qui est le moins efficace, ça va être le feedback direct. Donc vous allez, le formateur, en fait, vous-même, vous allez mettre en évidence ce qui a posé problème. Vous allez mettre en évidence les difficultés, leur dire ça c'était pas bien et leur expliquer comment il faut faire la prochaine fois. Le self-assessment, vous allez faire participer tous les participants et éventuellement les observateurs également, leur demander ce qui s'est bien passé ou mal passé et discuter comment vous allez pouvoir améliorer cette prise en charge. Et enfin, ce qu'on essaye de faire, mais qui est très compliqué, c'est ce qu'on appelle la facilitation focalisée. Donc, vous allez essayer de reprendre le cadre, vous allez reprendre les résultats, ce qu'ils ont réalisé pendant le scénario, et essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés à cette action et à ce résultat. Et c'est ce qu'on appelle le cadre conceptuel. Donc, vous allez retourner au cadre conceptuel de pourquoi ils ont fait cette action, pourquoi ils ont mis 2 mg dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, pourquoi ils ont injecté 2 mg. Et vous allez vous rendre compte que parfois, ce cadre conceptuel, c'est pas du tout, c'est pas parce qu'ils ont lu les recommandations et qu'ils s'en souviennent mal, c'est parfois parce que quand ils ont été en SMUR avec un collègue, le collègue a injecté 2 mg, donc ils se sont dit que c'était ça la prise en charge et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il faut retourner à ces cadres conceptuels et essayer de comprendre pourquoi ils ont réalisé ces actions et éventuellement les corriger et recontextualiser s'il y a besoin. C'est compliqué, ça demande beaucoup de temps et puis surtout c'est compliqué de le faire au moment du débriefing quand on ne sait pas toujours les objectifs dans lesquels ils vont vouloir discuter. Donc voilà, on va passer à la partie vraiment formation du leadership et à l'exemple en fait que je voulais vous présenter et au cas clinique qu'on a réalisé chez nous à Nancy. Donc le but c'était de faire un scénario d'arrêt cardiaque pour évaluer des compétences non techniques et uniquement des compétences non techniques. Donc on s'est intéressé ce qu'on appelle le concept de Crisis Resource Management. C'est pareil, donc c'est le CRM. C'est un concept qui est vraiment emprunté également à l'aviation. Ils ont quasiment la même chose. Et en fait, c'est toutes les compétences qu'il faut essayer de mettre en place pour la prise en charge d'une situation de crise, que ce soit l'arrêt cardiaque ou une autre situation de réanimation, ou en tout cas une situation de crise. Donc, ça va être ces différentes compétences que le leader va devoir acquérir. Donc, ça va être tout simplement, par exemple, appeler rapidement à l'aide, mais aussi connaître son environnement, ça veut dire connaître votre matériel, le personnel que vous avez autour de vous qui travaille avec vous, parfois utiliser des aides cognitives, donc des checklists éventuellement, savoir communiquer, distribuer les rôles, et puis communiquer avec vos équipes et être un bon leader. On va définir la population cible et les objectifs de votre scénario. Donc, comme je disais, nous on avait décidé donc de travailler sur le leadership et notre population, ça a été en fait, on s'est dit qu'on allait former nos juniors seniors qui arrivaient au mois de novembre, donc l'année dernière, et on voulait essayer de les former et de leur proposer cette formation en simulation au leadership. Donc notre exemple, c'était un arrêt cardiaque au déchocage. On a utilisé, donc il y avait 4 participants, il y avait un médecin qui était le junior senior qui sera évalué entre guillemets, et donc c'était le junior senior qui jouait le rôle de médecin senior. L'infirmier sur place, c'était notre facilitateur, donc c'était un des formateurs, et on a utilisé 2 autres acteurs pour avoir 2 aides-soignants dans le scénario qui ont permis de faire les 2 acteurs. On a réalisé donc ce scénario au QESIM avec un mannequin haute fidélité et on avait tout le matériel basique d'une réanimation cardio-pulmonaire qui se déroule au déchocage.
on avait donc le déroulement du scénario, c'est l'infirmier qui interpelle le médecin parce qu'un patient vient d'arriver au déchocage et il est en arrêt cardiaque. Nos objectifs, donc on avait deux objectifs, ce qu'on appelle de rang A, donc c'était s'imposer en leader de la réanimation, avoir une communication claire, donner des informations claires à tous les acteurs, et dans un objectif de rang B, c'est avoir une vision d'ensemble de la réanimation. Pour évaluer, encore une fois, c'est juste pour essayer de voir comment ça se passe pendant le cas clinique. On avait fait on s'était aidé de cette grille qui est plutôt utilisée au bloc d'habitude pour évaluer 5 éléments. Donc le leadership, est-ce qu'il était bien identifié en tant que leader ou pas du tout. La coopération, est-ce qu'il a déterminé les rôles de chacun. La communication avec les différents intervenants. La prise de décision et ce qu'on appelle l'awareness, donc cette vision d'ensemble et la gestion du stress pendant la prise en charge. Alors, donc, je vais vous montrer, je vais commencer avec, donc là il va y avoir plusieurs vidéos. Alors, déjà, parce que je vous disais tout à l'heure qu'en simulation, il y a une clause de confidentialité. Voilà, les acteurs de mes vidéos sont tout à fait d'accord pour que je montre ces vidéos. Donc, ça va être le début du scénario. Vous allez voir, ils vont entrer dans le scénario. Et donc, le médecin, c'est un de nos juniors seniors qui arrive en novembre et qui ne sait pas du tout sur quoi il va être évalué. Donc, je pense qu'il doit se douter que ça devait être un scénario sur l'arrêt cardiaque, puisque c'est moi qui lui avais demandé s'il pouvait venir et que je travaille beaucoup sur l'arrêt cardiaque, mais il ne savait pas du tout ce qui allait être évalué dans l'arrêt cardiaque, en tout cas. Alors, j'espère que ça marche. Alors, Adrien, qu'est-ce que je peux faire? Monsieur Melvin, viens vite. Melvin. Oui, dis-moi. Écoute, je pense qu'il vient d'arriver. On m'a dit 75 ans. Écoute, je crois qu'il ne respire pas. Il vient d'arriver au déchocage, je sais pas. 75 ans, ils m'ont dit douleur thoracique. On vient de nous mettre, j'arrive pas à descendre la barrière. Pour moi, il ne respire pas, il n'y a pas de souci. Ok, écoute, il faut commencer à le masser. Est-ce que quelqu'un peut scoper ce patient? Écoute, moi, je vais m'occuper de le scoper. Est-ce que toi, tu peux masser ce patient, s'il te plaît? On va le mettre à plat. Attends, comment on fait pour rester dans le cas? Ouais, je crois que c'est comme ça aussi. Bon, je vais prendre une sirène. Est-ce que quelqu'un peut lancer un chrono, s'il vous plaît? Écoute, c'est bon, il est 10h moins 10 là. C'est bon, Stop. Tu déplaces quoi, Mélanie, là, parce que du coup, moi, Est-ce que tu peux lui poser une perfusion, s'il te plaît? C'est moi l'infirmier, je m'en occupe. Je pose la perfusion. Attends, ça, je le stoppe, Adrien. Je le stopper? Ça, je peux faire. Hop. Voilà, le patient il est scopé. Scopé, branché, et je m'occupe de la perfusion. Je vais t'enlever l'oreiller. Voilà. Est-ce qu'on a des premières comptes? Donc voilà, j'espère que vous avez tous entendu la vidéo, que ça fonctionne bien. Alors, on va pouvoir passer... Oui, c'est bon, hein, on entend bien, Déborah, il n'y a pas de souci. Ouais, super. Alors, au quiz 2, c'était juste pour voir un petit peu avec vous, on pourra en discuter après. Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai pris plutôt l'exemple du SMUR parce que c'est un petit peu plus parlant. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez en SMUR sur un arrêt cardiaque? Donc, on peut passer le deuxième quiz. Vous discutez avec les sapeurs-pompiers, vous demandez à scoper le patient, vous allez faire le massage cardiaque, vous discutez avec la famille, vous allez reprendre la ventilation du pompier qui est déjà en train de ventiler, ou vous allez vérifier les pupilles tout de suite. Alors, je vous laisse voter. Je pense qu'on peut mettre les réponses. Déjà, c'est pas très long. Ah, 64 votants, mais on peut attendre encore un tout petit peu alors. « 100 votants. J'ai le compte. Ok, bon, on peut mettre les réponses, même si tout le monde n'a pas voté, c'est pas très grave.
Ok, donc effectivement, vous êtes une grande majorité, en tout cas une majorité à mettre, vous avez discuté avec les sapeurs-pompiers. Donc effectivement, alors on peut répondre quasiment chaque item à un sens s'il est pris à part, mais effectivement c'est cette idée un petit peu de si vous êtes leader, vous allez effectivement essayer de vous mettre en retrait et d'avoir une vision d'ensemble et de savoir ce qui est en train de se passer. Donc bien sûr, pour savoir ce qui est en train de se passer, soit vous arrivez en même temps que les sapeurs-pompiers et ils n'ont pas d'informations. Dans ce cas-là, vous allez peut-être discuter plutôt avec la famille. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, les pompiers sont déjà sur place en train de masser et ont déjà récupéré quelques infos. Donc voilà, vous allez discuter avec les sapeurs-pompiers, savoir si quelqu'un massait quand ils sont arrivés, s'ils ont déjà eu un choc sur le défibrillateur. Voilà, vous vous mettez dans cette position en fait en retrait. Et vous allez faire ce qu'on appelle le hands-off. Donc, vous n'allez pas mettre vos mains sur le patient, en tout cas pas immédiatement. C'est pas le plus important. Vous allez pouvoir distribuer les rôles à chacun, dire ce que chacun doit faire dans la prise en charge. Faire attention à ce que le massage se passe bien, vérifier qu'il n'y ait pas de pause dans le massage quand il y a un changement de masseur et tout ça. C'est vrai qu'on a tendance à tous aller soit à la tête pour faire la ventilation, vérifier les pupilles. Et on a envie d'être actif dans la prise en charge, et pourtant c'est ce qui est démontré que en fait prendre ce recul et se mettre en retrait et avoir cette position de leader en retrait et distribuer les rôles sera bien plus efficace dans la prise en charge que ventiler au bas-vus, que généralement les pompiers ou les premiers intervenants sur place savent faire. Alors, on va passer à la suite. Alors, un petit peu une vidéo sur la communication. Alors, je vous la passe. Quand j'avais fait ma formation des chocs, il ne faut pas qu'on branche le défibrillateur. Parce que là, on n'a pas branché. Non, il n'a pas mis son. J'ai pas en rythme, je vais voir. On se fait les électrodes. On va les faire automatiquement. On discutera de ça, s'il te plaît. Donc voilà, communication. Alors, on va pouvoir mettre le quiz 3 par rapport à la vidéo, du coup. Qu'est-ce que vous pensez de la communication entre le médecin et l'infirmier? Est-ce que vous pensez que la communication est bonne ou pas? Alors, j'en profite juste. Alors, je regarde un petit peu le chat en même temps, parce que du coup, pendant que les autres répondent, j'ai deux choses sur on peut aussi prendre la tête et distribuer les rôles, prendre les infos, ne peut-on pas faire et agir? Et personnellement, moi, c'est souvent ce que je faisais et j'essaye de le faire le moins souvent. Je me mettais à la tête et j'essayais d'avoir les informations. Mais toutes les études, en tout cas toutes les publications sur le leadership et sur cette prise en charge, s'il y a assez d'intervenants, hein, si vous arrivez dans là justement il n'y a que 4 intervenants, c'est plus compliqué. Mais quand on arrive sur un arrêt cardiaque avec des pompiers qui peuvent faire le massage, la ventilation pendant que nous on peut être en retrait, ça a été démontré que en fait le fait de se mettre dans une action, dans la ventilation, fait qu'on est moins attentif et qu'on aura moins ce rôle de leader et il y a des informations qui vont être oubliées, enfin, en tout cas qui vont pas être intégrées, et notamment porter à l'attention sur le massage cardiaque et tout ça. Quand vous êtes en train de faire attention à votre ventilation, vous faites un petit peu moins attention éventuellement à ce qui se passe sur le massage cardiaque, et vraiment c'est ce qui a été démontré, que si c'est possible qu'il y ait assez d'intervenants, il faut vraiment on peut mettre les résultats, il faut vraiment rester en retrait et ne pas intervenir et avoir ce qu'ils appellent ce hands-off et ne pas toucher aux patients, entre guillemets. On peut mettre les résultats du quiz 3. Alors, c'est intéressant. Vous pensez que la communication entre le médecin et l'infirmier n'est pas bonne. Alors, c'est intéressant. Là, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas plus discuter.
Effectivement, on peut penser que c'est assez froid la façon dont ils discutent. Alors, vous n'avez pas toute la vidéo, mais effectivement, ça fait. Alors, en plus, c'est l'aide-soignante qui demande plusieurs fois. C'est pas l'infirmière. En plus, c'est l'aide-soignante qui demande plusieurs fois s'il faut pas brancher le DSA parce que c'est ce qu'elle a appris pendant sa formation de premier secours qu'il faut mettre le DSA. Sauf qu'en fait, le médecin a déjà scopé son patient, qui voit que c'est un rythme non choquable, donc il ne veut pas de son DSA. Donc, il lui dit à plusieurs reprises non. Elle relance encore une fois sur le DSA et donc il lui dit écoute, c'est pas grave, c'est non, mais on en discutera après. Moi personnellement, je trouve que la communication est, mais après c'est une perception. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant sa façon de répondre parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'il lui dit non, elle relance encore sur le sujet et il essaie de couper court parce qu'effectivement ils sont dans l'action, il y a beaucoup d'autres choses à faire à ce moment-là et que il lui dit que non, on va arrêter de discuter du DSA, mais par contre, il laisse la porte ouverte en disant on va débriefer après de l'intervention et on pourra rediscuter plus tard de l'utilisation du DSA dans cette prise en charge ou dans une autre prise en charge. Donc c'est voilà, ça je pense que c'est vraiment la perception de chacun de comment s'est passée la communication entre le médecin et l'infirmier. On en reparlera au débriefing parce qu'on aura l'autre côté du coup de ce qui s'est passé là. Alors, on va passer à ce qu'on appelle le awareness. Donc, c'est vraiment cette vision d'ensemble et voilà, faut savoir faire attention à ce qui se passe autour de vous quand vous êtes dans cette position de leader. Est-ce que quelqu'un peut la relayer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux moi, je veux bien, mais c'est mes premiers des choix qu'il faut que tu me redises. J'ai jamais massé. En fait, il faut, entre les deux seins, tu fais comme Lucie, elle fait. Attends, j'attends qu'elle s'enlève. Ouais. Vite, prépare-toi. Vas-y. Tu peux. Tu fais une perfusion quoi? Oui. Je sais pas, tu veux mettre un... Alors juste, c'est très rapide au début. Je ne sais pas si vous entendez. En fait, c'est l'aide-soignante qui est en train de masser en premier, qui dit qu'elle a mal au bras en fait. Donc il entend Melvin qui est le médecin du coup entend qu'elle dit qu'elle a mal au bras et demande un changement de masseur. Ce qui est intéressant, ça veut dire que malgré qu'il soit effectivement dans la ventilation, dans la réflexion de la prise en charge, il entend ce que son équipe dit et il demande un changement de masseur. Après, il y a une petite, le changement de masseur ne se fait pas très bien, mais en tout cas, il entend ce qui se passe autour de lui. Est-ce que quelqu'un peut la relayer, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux moi, je veux bien, mais c'est mes... Voilà. Encore une petite question, du coup, est-ce que vous auriez eu la même position, est-ce que vous seriez au même endroit à ce moment-là que le médecin? Oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que vous seriez à la tête en train de ventiler le patient? On va pouvoir lancer le quiz 4. Alors, j'en profite du coup pour répondre. Les compressions thoraciques sont inefficaces en cas de tamponnade ou pneumothorax compressif. Ne vaut-il pas essayer d'identifier des causes réversibles? Alors, bien sûr, hein, le but, c'est pour ça que dans ce que je vous disais, chez nous, en tout cas en France, quand on a un médecin qui va en soins et qui prend en charge l'arrêt cardiaque, le but, c'est que ce soit notre médecin le leader. Et le but, ça va être de se mettre en retrait pour justement essayer de réfléchir à la prise en charge globale et de réfléchir et d'avoir des informations sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le patient est en arrêt cardiaque et éventuellement de trouver une cause. Après, c'est sûr qu'il y a certains gestes qui vont devoir être faits par le médecin. L'intubation, si on décide d'intuber notre patient, ça va être fait par le médecin. Si on s'oriente vers un pneumothorax, que par exemple on veut faire une échographie ou quelque chose, bien sûr, à ce moment-là, on sera dans le geste et il y aura des gestes à faire. Ça ne veut pas dire qu'on fera aucun geste quand on tient ce rôle un petit peu en retrait de leader, mais on va se focaliser sur les gestes qui ne peuvent être faits que par le médecin. La ventilation, c'est vraiment cette idée de ventilation. On est souvent beaucoup sur la ventilation. La ventilation, c'est pas obligatoire que ce soit le médecin à la tête. Ça peut être fait
par n'importe qui, notamment une fois que le patient est intubé. Ça peut être le pompier ou le respirateur éventuellement, mais même ça peut être un pompier qui ventile. Donc c'est vraiment juste pour mettre l'accent sur le fait que si ce n'est pas un geste qui doit être fait par le médecin, il faut essayer de déléguer. C'est ça le rôle de leader, essayer de déléguer et de partager, de distribuer les rôles, et plutôt d'être dans le contrôle de ce qui se fait en fait. Donc effectivement là, est-ce que vous auriez eu la même position que le médecin? Est-ce que vous seriez à la tête ou pas en train de faire la ventilation? Là pour le coup, vu qu'ils sont que 4, ça va être compliqué de faire différemment. Donc effectivement, je pense qu'il faut rester à la tête dans cette situation-là. On a un infirmier qui est en train de poser la voie, qui va passer les drogues dans la suite, et deux aides-soignants qui se relayent au massage. Donc là, bien sûr, il n'y a pas trop de questions. Enfin voilà, on se pose un petit peu moins la question. Il va falloir qu'il reste à la tête. Encore une fois, si on avait été dans une autre situation avec un peu plus de monde, on aurait pu faire un roulement sur le massage cardiaque et quelqu'un qui ventile à la place du médecin pour que justement il ait le temps d'évaluer la situation. Là, on a appris que le patient venait d'arriver aux urgences. On sait juste qu'il avait une douleur thoracique. Voilà, avoir un peu plus d'infos sur l'histoire clinique, se mettre en retrait et puis effectivement savoir un petit peu plus ce qui s'est passé. Une lame, 3, une sonde 2, il fait quel poids Une 7,5. 7,5. Oui. C'est pas comme massage comme ça? Non, il faut faire comme elle. Tu mets. Donc vous voyez là encore, en fait il y a l'aide-soignant qui ne fait rien, du coup le deuxième aide-soignant qui n'est pas en train de masser, qui ne fait rien, alors que le médecin est en train de ventiler. Il essaye de vérifier en même temps le massage qui n'est pas très bien fait là pendant le massage cardiaque, qui n'est pas très bien réalisé par l'autre soignant. Et en fait c'est compliqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est même si on a l'impression qu'on peut tout à fait ventiler et contrôler le massage cardiaque et réfléchir aux causes de l'arrêt cardiaque et gérer la famille et gérer tout le monde en même temps, et c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il va falloir essayer de rester en retrait et de distribuer et de déléguer un petit peu tout ce qui peut être fait par d'autres soignants. Alors pour vous dans cette intervention, dans cette prise en charge, le médecin a-t-il été un bon leader? C'est le dernier quiz, j'ai vu qu'il me reste 5 minutes. Est-ce que vous trouvez qu'il a bien pris, qu'il a pris son rôle de leader, et est-ce qu'il était en position de leader dans cette prise en charge ou pas? On va pouvoir mettre les réponses. Oui. Donc, personnellement, j'étais plutôt contente pour une première, en tout cas une première prise en charge comme ça, où c'est lui le médecin senior, et où il doit prendre cette position de leader. J'ai trouvé qu'il était plutôt bien dans son rôle. On va y revenir parce qu'on va passer au débriefing, et vous allez voir un petit peu. Donc pareil, il y a des vidéos en fait du débriefing que j'ai fait avec la même équipe du coup, et vous allez voir un petit peu le ressenti notamment du médecin de notre junior senior sur cette prise en charge. J'ai essayé de faire mieux. Il y a des choses qui t'ont paru compliquées à mettre en place ou pas? Non, mais je pense qu'il faut que je communique mieux, c'est-à-dire de dire ce que je veux faire, puisque... T'as l'impression de pas avoir... Ouais, mais en fait, il y a une question pertinente qu'a demandé Olivia, c'est par rapport au défibrillateur, par exemple. Ouais, on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, du coup, c'était par rapport au petit truc de savoir... Après, je pense que j'ai quand même dit aux gens de faire ce que moi, je voulais faire. Ouais. Après, je peux pas... Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la communication. Lui, effectivement, a ressenti que c'était difficile, et notamment sur cette histoire de DSA dont on a parlé tout à l'heure. Pour lui, il a l'impression que ça a été difficile de communiquer sur cette chose-là. Il a l'impression de n'avoir pas été assez efficace. Alors, je vous mets pas toute la vidéo, mais Olia, en tout cas, répond en disant que elle, ça ne l'a pas du tout perturbée dans la prise en charge. Elle a posé sa question. On lui a dit non et qu'on allait en discuter après. Et elle n'a pas été, ça n'a pas été vécu comme quelque chose de compliqué ou de négatif, en tout cas dans la prise en charge pour elle.
Donc effectivement, la communication dans la prise en charge, et notamment pour un leader dans la prise en charge d'un arrêt cardiaque, est primordiale. Il faut que elle soit efficace, qu'elle soit claire et qu'elle se fasse à haute voix. On a pu montrer, pareil dans la littérature, il démontre que quand on communique à haute voix, il y a beaucoup moins d'erreurs dans les prises en charge, que ce soit dans l'arrêt cardiaque ou dans d'autres situations, parce que tout le monde va pouvoir participer à la prise en charge. Et le but, c'est d'avoir un feedback aussi de son équipe. Tout le monde va communiquer à haute voix. Donc, quand vous allez distribuer les rôles et demander à chacun de faire quelque chose, vous attendez une réponse à haute voix, que la personne en face a bien compris et qu'elle a réalisé en fait l'action que vous lui demandez. Donc, ça permet de checker tout ce qui a été fait. Vous allez pouvoir rappeler les objectifs de la prise en charge, notamment, limiter les pauses au maximum pendant le massage cardiaque. Vous allez pouvoir le répéter pendant la prise en charge. Et donc, cette verbalisation continue, que ce soit du leader vers les intervenants et dans l'autre sens, permet une meilleure coordination des équipes et est indispensable. Responsabilité, c'est toi qui es responsable du malade. Oui. C'est peut-être pas activement à la prise en charge, tu es responsable du système. Et après, passer dessus. Quand on est responsable, on laisse faire et on peut regarder, avoir un peu de recul et voir si tout se passe bien, et on pense aux différents diagnostics, comment on va prendre en charge, sachant que les choses sont bien faites en même temps. Oui. Le massage, une perf, l'électrode, la tension, etc. Le CG, et en fait, c'est ça qui est compliqué. Et après, c'est faire face à ça, et ensuite dire, en fait, moi, je prends le rôle de leader. Alors voilà, donc je vous jure que je ne leur avais pas dit que je faisais un scénario sur le leadership. Donc c'est au cours de la discussion, en tout cas, il a spontanément dit ça. Ce n'est pas un film. Donc voilà, moi j'étais plutôt très heureuse de ma séance, parce que c'est pas toujours comme ça. On n'arrive parfois pas du tout à leur faire comprendre où on voulait venir. Et donc il décrit bien en fait ce rôle de leader qui est pas facile à avoir, parce que finalement les gestes techniques c'est beaucoup plus facile, on a l'habitude, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on aime faire, et donc on se met directement dans cette position de facilité de gestes techniques, et prendre du recul, c'est plus difficile, se mettre en retrait c'est plus difficile, et pourtant c'est ce qui va probablement améliorer notre prise en charge, parce qu'on va avoir le temps et la liberté de réfléchir aux causes curables, à ces petites choses qui nous échappent et qui peuvent améliorer en fait la prise en charge de nos patients. Penser, est-ce qu'on va le ramener en ECMO, est-ce qu'il lui faut une choro tout de suite ou pas, tout ce qui va intervenir tout de suite sur la prise en charge et dans la suite. Donc voilà, le but du leader, c'est de pouvoir diriger son équipe, avoir une vue d'ensemble de la situation, de prendre les bonnes décisions, notamment l'arrêt de la RCP. Donc c'est pour ça que chez nous, effectivement, ce sera le médecin de l'équipe, le leader. Il faut favoriser les échanges, et puis il faut former vos équipes justement en équipe qui ont l'habitude de sortir ensemble, parce que pareil, on a pu montrer que l'efficacité de la prise en charge s'améliore si vous les formez déjà en équipe. Il va falloir travailler à l'awareness, donc au hands-off, à essayer vraiment de limiter les gestes techniques, coordonner et s'adapter à chaque situation, et avoir cette vision d'ensemble de sa victime, de sa pathologie, de tout l'environnement, de son équipe, et aussi des témoins qui sont sur place. Alors, j'ai juste une dernière petite chose, et après j'ai fini, j'en ai pour 1 minute 30, je pense. C'était vraiment juste, ça, vous allez voir, c'est complètement en dehors, c'est sur le leadership, mais complètement différent. C'est juste pour vous montrer qu'on fait des choses très différentes sur la formation au leadership. Nous, c'est quand même relativement classique ce qu'on a fait en simulation. Mais par exemple, dans les pays nordiques, ils essayent de faire d'autres choses, notamment au Danemark. Ils ont essayé de former leurs nouveaux médecins au leadership en prenant un chef d'orchestre, en fait. Ils ont essayé donc je vous la commente un petit peu en même temps. Donc, ils décrivent que les internes sont très anxieux, ça leur fait un effet de panique quand ils doivent prendre en charge leur premier arrêt cardiaque, alors que c'est des situations où justement il faudrait être calme, confiant et avoir une certaine force. Alors, c'est plutôt avoir un leadership de son équipe. Donc, ils ont essayé ils ont demandé à un chef d'orchestre de venir former en fait leurs internes à diriger une équipe d'urgence pour la prise en charge d'un arrêt cardiaque.
en se disant qu'en fait, effectivement, ça ressemble un peu à un chef d'orchestre. On est le chef d'orchestre de notre équipe et il faut essayer on peut essayer de transférer certaines compétences vers la médecine. Alors tout d'abord, en fait, il leur demande comme ça de but en blanc de faire le chef d'orchestre. Donc c'est pour les mettre dans cette sensation d'anxiété et de pas être à l'aise qu'on peut avoir sur les premiers arrêts cardiaques. Donc c'est ce qui montre là qu'ils sont pas très à l'aise sur la position de chef d'orchestre. Et après ils essayent de leur montrer que en tant que leader, il faut avoir donc une autorité entre guillemets. C'est juste que vous preniez ce rôle de chef dans l'équipe et que ça se fait sur du langage verbal et non verbal. Pour guider en fait votre équipe. Donc c'est ce qu'il leur montre. Donc le monsieur en jaune, c'est le chef d'orchestre. Donc c'est ce qu'ils essayent de leur apprendre. Et donc le but c'est de diriger une équipe dans la prise en charge d'un arrêt cardiaque. Comme on dirigerait en fait un orchestre. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait au Danemark. Ils ont interrogé après les étudiants, enfin c'est des internes chez eux, qui étaient en fait effectivement plutôt contents de leur formation, et donc ce monsieur est venu faire des formations un petit peu partout en Europe. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses très différentes, qu'on peut proposer si on est motivé. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire sur ce sujet et que ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Merci beaucoup, Déborah. Il y a des questions dans le chat. Étant donné qu'on a dépassé le délai, je te propose, si tu en as le temps, d'y répondre directement sur le chat. Et nous, il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé que ça s'était bien passé, c'était sympa et que ça a bien marché. Donc, c'était cool. Merci à toi. Merci. Donc, je vais donner la parole maintenant à Lionel Lameau, Lionel du SAMU de Paris. Alors, on a commencé par le SAMU de Paris, on finit par le SAMU de Paris. Donc, le SAMU de Paris encadre cette session. Donc, je dirais la même chose. Lionel, merci beaucoup de t'être prêté au jeu, de préparer, parce que c'est de la préparation, une session interactive. L'objectif, pour moi, c'est quand même, j'en suis désolé, mais de dire qu'il faudrait qu'on ait fini à 17h. Donc, tu as toute ma confiance pour qu'on finisse à 17h. Et merci encore à toi pour cette session. Merci Xavier pour la confiance. On va finir à 17h, je te l'assure. On a essayé de faire un peu différent, comme tu l'as dit, de ce qu'on peut faire habituellement dans des présentations. On va reparler d'arrêt cardiaque réfractaire. Alice vous en a déjà un peu parlé. On va continuer là-dessus et essayer d'être au cœur du problème et de l'action. Les conflits d'intérêts. Voilà. Mais la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi un arrêt cardiaque réfractaire? Quand on arrive sur place, quand on est en prise en charge par un médecin SMUR, à partir de quand doit-on parler d'un arrêt cardiaque réfractaire? Est-ce que c'est un temps de réanimation spécialisé ou est-ce que c'est un temps thérapeutique, c'est-à-dire par exemple l'adrénaline ou les chocs électriques concernés? Je vous laisse répondre à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Alors moi, je ne vois pas les résultats. Je ne sais pas si c'est fini le vote. En fait, il les affiche quand il y a... Oui, je les voyais pas, j'avais pas ouvert mon chat. Bon, on va peut-être montrer le résultat. Alors, vous êtes sur des temps de réanimation, la plupart d'entre vous. On va voir la réponse en image dans cette intervention. La première question qu'on va se poser sur une pause d'assistance circulatoire dans l'arrêt cardiaque, c'est qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque réfractaire? À partir de quand on peut considérer que le patient, la balance bénéfice-risque entre continuer la réanimation standard et espérer un retour à une activité cardiaque spontanée est-elle plus importante que de poser l'assistance circulatoire dans l'arrêt cardiaque? Et donc on doit se donner une limite.
Dans la littérature, la plupart des auteurs, maintenant, raccourcissent ce délai. Car en effet, après 3 chocs, les probabilités de reprise d'activité cardiaque spontanée sont relativement faibles. En tout cas, il ne semble pas légitime d'aller au-dessus de 5 mg d'adrénaline, donc en pratique au-dessus de 20 minutes de réanimation. L'espoir à ce moment-là est quasi nul d'avoir un retour à une activité cardiaque spontanée, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se poser, de switcher vers l'assistance circulatoire. Ok. Du coup, je peux avoir le son ou pas pour les questions? Là, on t'entend, on a bien entendu la vidéo et maintenant on t'entend bien, c'est bon. Ouais, super. Donc, du coup, la question qui va se poser après, c'est une fois qu'on a défini qu'on était dans un arrêt cardiaque réfractaire, vous avez compris, en gros 20 minutes de réanimation complète, mais le plus tôt possible, en tout cas pas plus de 5 mg d'adré. Vers quel argument vont nous faire aller vers cette ECMR? Comment on va sélectionner les patients? Est-ce que c'est juste un problème d'âge? Est-ce que c'est un problème de comorbidité? Est-ce que c'est un problème de rythme, de présence de signes de vie? Ou on fait juste parce que c'est le fun? Damien Barraud adorera que je dise ça. Parce qu'il fait froid dehors, le TCO2, la biologie peut-il nous aider? Je vous laisse voter là-dessus. Alice avait bien défloré le sujet en principe. Vous devriez être bon là-dessus. Alors, ça vote, c'est en train de voter. Dernière ligne droite. Allez, on affiche le résultat pour tenir les horaires. Alors, l'âge, on va y revenir. Mais pour nous, en tout cas, hein, comme ça vous a été dit, l'âge, c'est pour nous pas une limite en soi, même si les plus de 65 ans, 70 ans semblent avoir beaucoup plus de difficultés à survivre à la réanimation post-arrêt cardiaque. La suite dans la vidéo qui vient derrière. MCO. Là, on est sur un arrêt cardiaque qui est considéré comme réfractaire. Donc, l'équipe d'assistance circulatoire, l'ECMO-team, a été appelée par le médecin de l'UMH sur place, le docteur Hutin. Bonjour, docteur Hutin. Et qui va donc faire des transmissions pour voir l'indication de cette assistance circulatoire. Donc là, on a quoi? Une pratique. Donc, c'est un patient de 52 ans qui s'est arrêté devant son épouse, un contexte de douleur thoracique qui, en fait, a été pris en charge initialement par les pompiers sur un rythme chauffable. Il reçoit 3 chocs au DSA. À notre arrivée, il est sous antibrûlation. Il a reçu au total 5 chocs avec nous, 5 mg d'adré, et donc là, je pense qu'il est temps qu'on fasse le point. D'accord. Est-ce qu'il a des signes de vie? Alors, il avait des signes de vie avec les pompiers, il a gazé tout le long. Nous, quand on arrive, il a quelques gaz et il a des pupilles qui sont réactives, plutôt intermédiaires. L'une des questions maintenant principales sur l'assistance circulatoire, puisqu'on a démontré son efficacité, c'est pour quel patient. Donc l'indication, c'est ce qui est extrêmement important. Aujourd'hui, pour nous, les signes de vie sont l'un des signes les plus importants. Pourquoi les signes de vie? Je vous rappelle qu'on a changé de paradigme et que là, on est dans l'idée que c'est vraiment ce focus sur le cerveau. On est dans une réanimation cardio-cérébrale. Ces signes de vie, c'est quoi? C'est principalement les pupilles en myosis ou intermédiaire, réflexe pupillaire présent, gaz, respiration, voire mouvement, ce qui est de plus en plus présent. Dans un papier récent français, on a pu montrer que la survie est clairement augmentée dans ces signes de vie, mais surtout qu'une asystolie sans signe de vie n'a pas d'espoir de survie. Donc vous pouvez exclure ce type de patient-là. Il faut faire attention quand on regarde la littérature, parce que beaucoup d'auteurs se focus sur des indications plus sur les fibrillations ventriculaires persistantes. Il y a des survivants aussi dans les asystolies s'il y a des signes de vie. Donc, on voit bien que ce patient-là rentre bien dans les critères. C'est un patient qui est jeune, avec un no-flow quasi nul, une perfusion qui est correcte sur le TCO2 qui est haute, un rythme encore choquable et des signes de vie. Donc, il est parfait pour une assistance circulatoire. Et donc, l'indication est posée. On va donc la poser maintenant. La question qui va se poser maintenant que l'indication est donnée, c'est quel parcours de soins pour ce patient? Est-ce qu'on va la poser sur place? Bon, là, vous avez quelques éléments pour vous penser que oui, hein, très clairement. Est-ce que ça va être à l'hôpital en chirurgie cardiaque?
Est-ce que ça va être en cardiologie? Est-ce qu'on va aller sur un hôpital de proximité pour faire une coronarographie sous massage cardiaque? Ou est-ce que c'est un transfert à l'hôpital de proximité pour faire une jonction avec une équipe de CPR qui serait projetée sur place et que les deux se retrouvent et fassent jonction? Je vous laisse voter. Allez, on va montrer le résultat. Donc là, sur place, mais clairement, toutes les options sont envisageables, comme vous l'a présenté Alice. On va passer à la vidéo suivante. Maintenant que l'indication est posée, il va falloir se poser la question du parcours de soins de ce patient. Où allons-nous poser cette assistance circulatoire? Plusieurs choix se posent à nous. Il n'y a pas de bonne stratégie ou de mauvaise stratégie. Ce qui est très important, c'est d'avoir une stratégie anticipée, connue de tous, pré-hospitalier, intra-hospitalier, parce que ça va mobiliser les cardiologues, les réanimateurs, peut-être les chirurgiens cardiaques. Il faut qu'elles soient anticipées. Aujourd'hui, les 3 grandes stratégies possibles, c'est de prendre le patient le plus rapidement possible pour aller vers l'hôpital, qui pose des questions de délai entre les extractions compliquées, les escaliers, les pavillons, la circulation. Une stratégie un peu mixte, c'est de prendre le patient et d'aller sur l'hôpital de proximité, même s'il n'a pas d'assistance circulatoire, avec une équipe d'assistance circulatoire se rendre sur place pour se rencontrer et poser assistance dans l'hôpital de proximité. Et une troisième stratégie qu'on va développer ici, c'est une stratégie de pose in situ de l'assistance circulatoire, de l'ECMO, sur place, en disant qu'on a profité du temps de la réanimation de la première ligne de traitement pour mettre en place cette deuxième ligne de traitement et ne pas perdre le temps de ce transfert. Alors, on a décidé qu'on allait la poser là sur place. Maintenant, je suis médecin du SMUR. Qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que je poursuis l'adrénaline suivant les recommandations, c'est-à-dire 1 mg toutes les 3 à 5 minutes en espérant faire repartir le cœur? Je continue à faire mes chocs électriques parce que mon but, c'est d'avoir un retour d'activité cardiaque spontanée. Je débute une sédation. Je fais des bicarbonates parce que là, on commence à durer depuis un certain temps. Je débute le massage cardiaque automatisé où j'insère un REBOA, vous savez, ces ballons intra-aortiques que certains utilisent maintenant pour augmenter le flux cérébral, par exemple. On vous laisse répondre. Et ça, c'est une question maintenant qui se pose, même quand on a le transfert vers l'hôpital. Je ne suis pas celui qui va poser l'assistance. C'est pour ça que ça nécessite vraiment une prise en charge globale et que tous les acteurs soient bien au fait de ça, puisque ça va changer les choses pour la suite. Allez, quels sont les résultats? Après, beaucoup continuent à choquer et faire de l'adrénaline. On met le massage cardiaque automatisé, on voit ça, et puis la réponse dans la vidéo suivante. Il y a quand même 10% qui mettent un REBOA. Au médecin sur place, dès que l'indication est posée, ça change la donne. Alice, qu'est-ce qu'il faut faire du coup dans ce cas-là quand tu es le médecin qui prend en charge ce patient? En pratique, là, en attendant que vous arriviez, on a décidé de mettre la planche pour débuter le massage automatisé. On a arrêté l'adré puisque là, on est à 20 minutes de réanimation spécialisée sans reprise d'activité cardiaque spontanée. On a également arrêté les chocs parce qu'on se dit que là, au bout de plus de 30 minutes de low flow sans reprise d'activité cardiaque spontanée, l'idée, c'est d'installer, si tu es d'accord bien sûr, de mettre en place le CPR pour pouvoir transporter ensuite le patient avec la pompe activée vers une table de Coro ou autre, si jamais c'est un autre diagnostic supposé. Là, on passe vraiment dans une autre phase de la réanimation. Notre but, c'est plus d'être dans la première ligne de traitement, de faire repartir le cœur coûte que coûte. Là, c'est vraiment de la protection neuronale. Donc, on arrête l'adrénaline parce qu'on ne veut pas avoir les effets secondaires alors qu'on sait que finalement, la reprise d'activité cardiaque spontanée va être quasiment inexistante. Et les chocs électriques qui ont quand même des conséquences, puisqu'on a pris la décision maintenant de passer à la seconde ligne de traitement, n'associons pas deux morbidités ensemble, ça n'a pas de sens. L'autre chose qu'on peut faire, c'est optimiser au mieux cette
réanimation cérébrale, en tout cas cette neuroprotection, en débutant une sédation dès maintenant, puisque de toute façon, on est parti dans ce schéma-là, et on peut aussi commencer une réanimation métabolique, mais guidée par la biologie. L'indication est posée, on a mis en place notre réanimation. Denis, on est parti, on la pose, ça fait chaud. Donc là, pendant qu'on commence la pause, l'infirmier anesthésiste va débuler, primer la machine pendant le temps de la pause. C'est le plus propre possible sur la pause de la distance. Nécessité qu'on utilise la pause se fait avec le médecin poseur de pneus et le médecin du SMUR qui va assister à la pause, même si on n'en avait pas fait, c'est pas un problème. Utiliser tout le matériel, parce que on a un minimum de personnel et qu'il soit relativement autonome sur la pause. Une fois l'installation terminée, une désinfection, une antisepsie est réalisée localement. Et on va continuer à s'installer. Vous voyez que c'est un kit en fait qui est vraiment fait pour être en autonomie complète, où il y a tout dedans, les compresses dans des petits sachets, des choses comme ça, ce qui évite d'avoir du personnel qui vous sert en permanence. Vous êtes vraiment en autonomie pour la pose de cette assistance. Donc là, un repérage, en fait, on sert du pouls perçu par le massage cardiaque automatisé. D'ailleurs, ce massage cardiaque automatisé ne sera jamais arrêté. Et une fois qu'on a fait un repérage, au scalpel, on va donc ouvrir le tissu cutané et sous-cutané. La deuxième boîte où il y a les instruments de chirurgie est sortie. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous allez voir qu'en fait c'est extrêmement simple globalement. Donc il y a une ouverture qui est faite. Cette ouverture est suivie d'une dissection au doigt des tissus cutanés qui permet d'arriver jusqu'au paquet vasculaire. À cet endroit-là, le paquet vasculaire, la veine et l'artère sont relativement collés et c'est pour ouvrir ce sac qu'on va utiliser un ciseau et une pince. Il est vrai que sur le simulateur, on n'en a pas besoin puisqu'il n'y a pas la vraie membrane autour. Là, on va écarter. On voit que l'assistant, en fait, a surtout un rôle pour écarter, donner certains objets au contrôle de la voix de la personne qui va poser. Donc, l'équipe, en fait, au total, ça va être les 3 personnes du SMUR qui sont là depuis le départ et 3 autres personnes. Ces 3 autres personnes, vous avez vu l'infirmier anesthésiste qui, là, en ce moment, est en train de débuler, primer la machine. Un aide-soignant, logisticien, qui fait partie de l'équipe et qui va nous donner le matériel dont on a besoin, et le médecin poseur, et comme vous voyez là, qui s'aide du médecin du SMUR, comme on l'a dit. Donc là, le vaisseau est repéré, on a vu la veine, le tuyau de la veine, parce que là c'est un tuyau sur le mannequin, la veine simulée, on va la piquer. On la pique à quelques centimètres de l'ouverture, ce qui va permettre d'avoir un angle d'attaque de 45 degrés, peut être à 90, la canule ne passerait pas à 90, et surtout une tunnelisation qui aussi permet une meilleure cicatrisation et peut-être une protection vis-à-vis de l'infection. Ensuite, c'est une technique de Sellinger, vous voyez l'aiguille est en place, on va monter le guide. Une fois que le guide est en place, on va faire une dilatation. C'est une étape qui est importante, surtout qu'on fait une tunnelisation finalement, et les tissus sous-cutanés sont vraiment un problème souvent lors de la cannulation pour arriver jusqu'au vaisseau. Donc on va dilater et on va ouvrir au niveau du tissu cutané externe. Vous voyez que la canule veineuse est quand même une canule qui est relativement impressionnante en termes de longueur et de débit. Vous voyez qu'il y a une pointe qui pourrait être dangereuse et qu'on va retirer. Vous voyez qu'on va poser quand tout sera rentré, on la rentrera pour éviter d'avoir une perforation au niveau cardiaque. Mais vu qu'on est relativement bas, ça serait vraiment exceptionnel. On voit qu'elles sont longues et que le but est vraiment d'aller jusqu'au ventricule à l'oreillette droite. Elle est multiperforée pour pouvoir aspirer tout le long de la veine cave supérieure et inférieure. Plutôt inférieure, excusez-moi. Donc on va la monter sur le guide.
Et vous voyez, entre le guide blanc et la canule, hein, on voit un vrai ressaut. Et c'est ce ressaut-là qui pourrait se bloquer dans les tissus sous-cutanés. Donc on passe le guide, hein, on fait attention qu'il dépasse bien, comme pour un cathéter central. Et là, on va glisser la canule sous contrôle de la vue et on la glisse. Et là, on sent un genre de ressaut. Comme je vous disais, c'est ce ressaut qui est compliqué à passer. C'est la canule qui fait ça. Et vous voyez qu'elle est multiperforée. Donc on va la rentrer jusqu'au dernier œillet de la canule. Une fois que le dernier œillet est à l'intérieur, on va pouvoir retirer l'embout blanc et qui permet après de monter la canule. Bon, en principe, elle va jusqu'à la garde, là on est sur le mannequin, et on va la clamper une fois qu'elle est en place, on a un petit reflux. Et donc après, on regarde où est son artère, et on va faire exactement la même technique, hein, la piquer sous contrôle visuel, et mettre en place l'artère. Vous voyez que la canule artérielle est beaucoup plus petite, elle n'est pas multiperforée, puisque elle renvoie du flux vers le patient en aortique, en fait en fémoral, hein, à contre-courant, donc le flux va aller dans l'autre sens. On voit toujours ce petit ressaut et ce bout blanc. Vous voyez aussi qu'il y a un endroit où on peut mettre un robinet 3 voies. Ce robinet 3 voies est extrêmement important. Il va permettre, quand on aura canulé, de mettre une perfusion antérograde, en fait faire un pontage sur l'artère fémorale. Pourquoi? Vous voyez que le calibre est quand même relativement important, donc ça va boucher quasiment toute l'artère fémorale. Donc le flux en dessous de la canule qui va vers la jambe canulée va être faible, et donc pour éviter qu'il y ait une ischémie de membre, on va mettre une canule dans l'autre sens, et donc pour éviter l'ischémie, il faudra la connecter sur la canule artérielle. Donc là, une fois que les deux canules sont en place, on a coupé pour aller plus vite. On va prendre la machine qui a été débulée dans une partie qui est propre, et là on va couper la partie qui ne doit pas aller vers le patient, en essayant de se laisser le plus de tuyaux possible, puisque pour avoir le plus de souplesse après pour manager l'assistance, que ce soit d'ailleurs en réanimation ou en pré-hospitalier, hein, plus vous avez de tuyaux, plus c'est simple à faire. Et donc là, la connexion, et c'est là où l'assistant a un rôle vraiment tout particulier important, c'est qu'on doit chasser tout l'air. Donc en principe, il y a du sang dans la canule, et là on va remplir pour enlever l'air, pour éviter qu'il y ait de l'air qui vienne dans le circuit et qui pourrait être réinjecté. Sur la canule veineuse, c'est quasi impossible là dans la connexion, puisqu'il y a le filtre, l'échangeur et la pompe qui est un piège à air entre guillemets qui empêche. Mais par contre sur l'artère, une bulle au niveau artériel là pourrait être propulsée dès la mise en pompe. Donc on fait attention à la connexion, ça se fait sous du liquide en permanence et on connecte tranquillement. Une fois que c'est connecté, on va pouvoir arrêter le massage cardiaque et déclencher l'assistance pour se mettre en pompe. Cette démonstration, comment ça se passe dans la vraie vie en vitesse légèrement accélérée. Vous voyez, c'est exactement la même chose, on va s'installer. Donc là, on s'était mis sur le côté gauche, on va faire une incision après un repérage, on sent bien le pouce, et 2 tiers, 1 tiers. Et vous voyez, la dissection se fait vraiment au doigt, ce qui permet d'éviter d'avoir un risque pour les vaisseaux. Une fois que le paquet vasculo-nerveux est repéré, on va juste là utiliser une pince et un ciseau pour ouvrir ce paquet, pour dissocier l'artère de la veine, pour être sûr de ne pas avoir une des complications qui pourraient être fréquentes. Si on faisait pas ça, c'est transpercer l'artère qui est relativement fine et que la canule aille dans la veine sans qu'on s'en apercevoir, et ça ferait une cannulation véno-veineuse finalement. Après, une fois que le repérage est fait, c'est comme sur la démonstration, vous voyez, on pique en Seldinger, mais sous contrôle de la vue. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. C'est ce qui permet l'efficacité de cette technique. C'est vraiment le contrôle de la vue. Alors vous allez me dire, pourquoi pas le faire en échographie? En cas d'arrêt, les flux sont quand même difficiles parfois à voir. Vous voyez qu'il y a des mouvements parfois qui peuvent intervenir par le massage cardiaque. Et globalement,
si vous piquez plusieurs fois le vaisseau parce que vous n'arrivez pas à le cannuler, après vous risquez un hématome très important. Vous avez vu que pendant toute la manœuvre, on n'arrête pas le massage cardiaque, c'est aussi l'intérêt de se mettre un peu plus bas que les pauses chirurgicales. Ça évite les mouvements pendant la pause. Une fois que les deux cannules sont en place, la veine et l'artère, on voit bien les reflux dedans, et ben on va connecter au circuit qui était débulé par l'infirmière anesthésiste, vous avez vu, qui s'était installé un peu à distance pour être calme pendant qu'on a la pause et on essaie d'être synchrone sur cette pause. Et comme précédemment, on enlève l'air et on va connecter pour pouvoir partir en machine le plus rapidement possible. Vous voyez, le massage cardiaque est toujours en cours pour l'instant. Voilà, on déclampe et donc le massage est arrêté à ce moment-là et on voit que le flux il y a quelques secondes, là, c'est la pression, vous voyez, dans l'artère, il s'est pas pulsatique du tout, c'est que le patient est vraiment en arrêt. Là, il y avait un clan qui restait, hop, c'est parti, on voit le drainage veineux qui est en cours et la restitution par la canule artérielle, cette différence de couleur artério-veineuse qui est très importante. Voilà, donc maintenant l'ECMO est posé, vous avez vu la technique, on pourra en discuter 5 minutes à la fin. On va où maintenant? Quel parcours de soins pour ce patient? On a déjà vu un premier parcours qui était l'assistance. Bon, c'est pas mon problème, c'est celui du régulateur finalement. Moi, je suis le smuriste, ça me regarde plus. Je vais en choro systématique. Est-ce que je vais au scanner ou est-ce que je vais en réanimation? Allez, à vous de jouer. On va avancer pour qu'on ait un temps de discussion à la fin. La choro ou la réa, qui mène la danse. Allez, la suite pour la réponse. Donc maintenant que le patient est sous assistance circulatoire, la question est la poursuite de son parcours de soins. Vers où on va aller? La plupart de ces patients-là, nous allons en salle de coronarographie pour faire immédiatement une coronarographie. On a publié sur nos résultats qu'on retrouvait très souvent un problème coronarien très proximal et diffus. On n'a pas d'ECG pour se guider en disant c'est un CAST+, souvent ça va avoir une reprise d'activité cardiaque spontanée dans les premières minutes après. Néanmoins, on prend en fait toutes les sécurités de nous pour aller directement et avoir un diagnostic immédiat. Une fois qu'on a décidé, nous, donc comme vous l'avez compris, on va tous en coronarographie ou vers le scanner si par hasard on avait eu une idée d'embolie pulmonaire très forte, une prédiction d'embolie pulmonaire, mais on va en tout cas faire un examen complémentaire avant d'aller en réanimation. Quel objectif on va se donner pendant cette réanimation? Et ça c'est extrêmement important, c'est comme pour l'arrêt cardiaque avec une reprise d'activité cardiaque spontanée. Tout commence maintenant. Allez, quels sont vos objectifs de tension, de PaO2, de TCO2 et de température? Damien, tu vas voir une partie de la réponse juste après le sondage. On va clôturer pour avancer, pour avoir du temps de discussion, parce que on arrive à la conclusion. Allez, on va passer à la réponse. La question suivante est de savoir quelle réanimation pendant le transfert de ce patient vers l'hôpital. Quels sont nos objectifs de réanimation? Ils ne sont pas forcément extrêmement clairs aujourd'hui en termes de littérature. Clairement, il faut une pression artérielle moyenne entre 65 et 75, être probablement dans une hypothermie modérée chez ces patients qui sont extrêmement sévères. Ils ne sont pas du tout inclus dans les TTM jusqu'à présent. Nous, notre habitude de service, c'est de les mettre à 34 degrés, ce qui est pour nous un bon compromis entre les troubles de l'hémostase qui sont associés et les complications cérébrales. En tout cas, sur la phase préhospitalière, très clairement, on va éviter toute hyperthermie. Vous allez me dire, c'est exceptionnel sur ce type de patient. Effectivement, ça peut arriver, par exemple, sur les marathons ou les courses de longue durée où des patients peuvent être hyperthermes. Dans ces situations-là, il faut le gérer. En termes d'oxygène, et ça, c'est un point qui est très important, il faut éviter toute hyperoxie. C'est pour ça que, par exemple, nous avons pris le parti d'avoir un mélangeur de gaz, d'avoir de l'air et de l'oxygène pour la
l'assistance circulatoire pour avoir des PaO2 corrects. Autrement, une assistance circulatoire comme celle-ci, si vous mettez de la PaO2, de l'oxygène à plein débit, vous allez avoir des PaO2 autour de 300 très facilement, et ça, on sait, neurotoxique. Donc, il y a des objectifs à avoir. C'est pas parce qu'on vient de poser l'assistance qu'il faut tout s'arrêter. C'est exactement comme on pose l'activité accompagnée. C'est le début d'un long travail de réanimation, et on sait que la première heure post-reprise de flux est extrêmement importante. Oui, si vous êtes intéressé par ça, on monte des formations qui durent 2 jours. Vous avez ces types de simulations. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Alors, j'ai répondu à certaines dans le chat en temps réel. Juste, vous avez bien compris qu'on répond à un peu un changement de philosophie quand même avec l'ECMO, en disant qu'on passe d'une philosophie qui était le RACS à tout prix, avec massage cardiaque, défibrillation et réanimation spécialisée, à RACS pendant une dizaine de minutes, quinzaine de minutes peut-être, d'après les différentes études, avec la défibrillation et le massage cardiaque, principalement par le citoyen d'ailleurs, globalement, et que quand on est en échec de la réanimation, très rapidement switcher pour des patients sélectionnés, c'est vraiment des patients sélectionnés, on va aller vers l'assistance circulatoire dans ce contexte-là. Alors là, j'ai une question sur l'anticoagulation. On n'anticoagule pas, nous, les patients à la phase aiguë. On fait le circuit pré-hépariné, en fait. La plupart de ces patients-là vont avoir quand même des troubles de l'hémostase majeure dans les heures qui suivent. Donc, on ne joue pas les héparinés. Ce qu'on fait, par contre, dès qu'il y a une suspicion de ST, de SCA, ils auront de l'aspirine et ils seront chargés en choro. La plupart vont recevoir le bolus quand ils sont stentés d'héparine, voire même par la sonde gastrique, nous, c'est l'hybrilique qu'on donne. Est-ce que les gens peuvent avoir... Oui, ces formations sont internationales. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu n'es pas anti-belge? Non, c'est bon. Ah non, ça va, je valide les Belges. On a le droit de prendre quelques Belges. On a un quota, mais bon. Alors, je suis en train de regarder parce qu'il y a une liste, en fait, qui est assez impressionnante de... Alors, est-ce que tu avais répondu au réglage débit sans sweep FiO2 au démarrage? On met en 50% de FiO2 pour pas avoir trop d'oxy, très clairement. Et on monte le débit progressivement. C'est-à-dire que, en gros, pour ceux qui connaissent, on met 2000 tours minute pour voir à peu près ce que ça fait en termes de débit sanguin. Généralement, ça fait autour de 2 litres à 2 litres 5. Et on va monter pour arriver à 3 litres 5 assez rapidement. Et en termes de débit de flux d'oxygène sur la membrane, on fait du 1 pour 1. C'est-à-dire que pour 1 litre de débit sanguin, on met 1 litre de flux de gaz sur la machine. On a vraiment pris le parti un peu de s'embêter à voir la bouteille d'air, le mélangeur de gaz et compagnie. Mais parce qu'on veut, dans l'arrêt cardiaque, vraiment proscrire l'hyperoxie. Je sais que les humains, quand ils font du choc cardiogénique, se prennent que la bouteille d'oxygène et on se met en 100%. Mais vraiment, je pense que c'est très délétère dans l'arrêt cardiaque sur le plan cérébral de se mettre en 100%. Ben, sur un modèle d'ischémie reperfusion, je pense que, en effet, il y a une question qui est: est-ce que tu fais ton pontage fémoral distal sur place ou tranquille à l'hôpital? En pratique, nous, ce qu'on fait, vu que c'est ouvert, et qui sont déjà, ils sont reperfusés, ils ont les pneus qui tournent, on pique dans le même temps le pontage, c'est-à-dire c'est un cathé monovoie qu'on va mettre dans l'autre sens de l'artère, vous avez bien compris, et donc on le fait généralement dans le même temps. Et s'il y a moins de difficultés, on ne va pas s'embêter à rester des heures sur place. On pique une fois ou deux, si on n'y arrive pas, et ben on emmène le patient, et à la coronarographie, on peut, ou à l'hôpital, on la remettra. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre parcours de soins, ils vont donc à la coro, comme vous l'avez compris, quand la reperfusion a été mise, elle est toujours vérifiée sur table de coro pendant on utilise la scopie pour vérifier qu'il y a un bon flux artériel dans l'artère. Et si on avait des difficultés pour mettre en place le cathéter, les chirurgiens cardiaques peuvent passer sur table de coro pour remettre un cathéter eux-mêmes, clairement. Donc vous voyez bien que c'est un parcours de soins multidisciplinaire, et on ne se lance pas à faire ça sans prévenir les collègues. C'est vraiment quelque chose qui se travaille à l'avance avec tout le monde, que ce soit les cardiologues, les réanimateurs, les chirurgiens cardiaques, voilà, un peu tout le monde autour de la table. Alors juste, il y avait une question qui avait été posée par le bon docteur Paul-Georges Rutter, et en fait, en répondant à l'écrit, tu avais répondu juste au modérateur. Donc je rappelle, la question, c'était délai ACR appel plus temps de régulation plus délai arrivée UMH plus 20 minutes de réa spécialisée, entre parenthèses, plus arrivée de l'ECMO, plus discussion du cas, plus temps de pause, faisabilité réelle de canuler en 60 minutes, point d'interrogation. Oui, c'est faisable. La question, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que, comme Alice vous l'a présenté cet après-midi,
Nous, notre process, c'est tout un arrêt cardiaque de moins de 70 ans devant témoin nos flots nuls, donc quasi nuls. C'est envoi du signal de proximité des pompiers, bien évidemment, plus l'écmotime, qui peut être annulé sur le trajet. C'est-à-dire que quand on va se présenter, eh ben, on sera à un délai qui est raisonnable. En gros, il faut un quart d'heure pour poser l'ECMO. On sera là dans les 3 quarts d'heure suivant l'effondrement. C'est très clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut une anticipation. Au début, on avait pris le pli de ne pas partir à l'appel, d'attendre que le SMUR soit là et réanime pendant 10 minutes, fasse le point de situation, voit comment ça tournait, et on y allait. Et là, on était plus sur des temps plus longs. On n'arrivait pas aux 60 minutes. Pour arriver aux 60 minutes, il faut vraiment partir, on va dire, au départ des secours, quasiment. Après, on peut se tolérer quand même d'être un peu plus de 60 minutes sur des secteurs un peu plus loin. Nous, ce qu'on fait sur Paris, c'est qu'on couvre l'Île-de-France, entre guillemets. On peut intervenir sur toute l'Île-de-France, donc on va des fois en grande banlieue, et là, des fois, on fait en héliporté parfois. On a publié des chiffres, on a des résultats qui sont autour de 10 et 15% de survivants CPC 1 ou 2 à sortie de réanimation pour ces patients lointains qui sont bien au-delà des 60 minutes, mais sélectionnés. Et donc, quand même, ça permet de donner une chance à ces patients-là qui, là, pour le coup, n'en avaient vraiment plus puisqu'ils étaient trop loin du centre d'assistance circulatoire. Du coup, j'en profite que tu sois sur ce thème-là pour te poser une question qui est un petit peu, elle peut être un peu fumeuse dans le sens où c'est vraiment un pari. Mais toi, vraiment, qui baigne dans le truc, qui a monté la formation, qui baigne dans les publications, qui le voit comment ça se fait, qui met les mains dedans tous les jours et qui le fait, comment tu vois l'avenir dans vraiment à long terme, c'est-à-dire dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu vois plutôt des équipes hyper dédiées avec, j'allais dire, de l'hélico qui permet de couvrir une grande zone pour permettre à une grande partie de la population d'avoir droit à ça, parce que si on juge que c'est bien, bah, il faut le donner disponible à tout le monde, ou est-ce que tu juges plutôt une démocratisation de la technique et des formations pour que la majorité, voire qui sait peut-être tous les urgentistes qui font du SMUR en préhospitalier puissent à terme utiliser la technique? Comment tu vois le déploiement? Je pense que le déploiement, il va être très important, puisque les résultats quand même sont quand même très encourageants en termes de survie pour beaucoup de patients. Maintenant, il y a 2 stratégies, et en fait, il va y avoir un point de stratégie qu'on n'a pas aujourd'hui dans la réponse, c'est que se passe-t-il? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a des critères de sélection qui ne sont pas uniformes, avec des taux de survie qui sont quand même très importants, donc trop importants par rapport à la gravité de la maladie, c'est-à-dire qu'on sursélectionne les patients, très clairement. Donc, quand on va élargir les critères, on va avoir un moins bon taux, mais on aura plus de procédures. Le problème, c'est le maintien de la compétence par le nombre de procédures qu'on va faire individuellement. Aujourd'hui, je ne sais pas où le curseur va se positionner du nombre de procédures par an, par personne, puisqu'on n'a pas le vase exact de patients éligibles. L'une des autres questions de ce vase, on n'en a pas parlé parce que c'est des fois un peu, ça provoque de la confusion, c'est de dire, certains pensent, tous les moins de 50 ans avec un no-flow supposé de moins de 10 minutes, on les met en assistance, on voit ce qui se passe, soit ils survivent, très bien, s'ils ne survivent pas, ils peuvent être donneurs d'organes. Et ça, c'est une autre philosophie. Alors, mais l'intentionnalité est bien de sauver la personne individuellement initialement, c'est pas du DDAC, il faut bien être clair sur les termes. Et donc, du coup, on ne sait pas le vase d'expansion. Donc, moi, la réponse dépendra du nombre de process par personne possible. Après, on va avoir 2 solutions. Soit il y en a beaucoup, et là je pense que tous les urgentistes devront y passer, entre guillemets, ça fera partie de notre formation, soit il n'y en a pas tant que ça, et là on aura 2 types de philosophie, soit des équipes spécialisées, comme tu le dis, et par exemple nos collègues nordiques ont fait un hélicoptère dédié à ça, avec une équipe qui a même un scanner dans l'hélicoptère, qui fait que les choses invasives, cérébrales ou arrêt cardiaque. Ils ont développé un hélicoptère comme ça, c'est la Norway, c'est les Norway qui fait ça. Ou après, il y a d'autres solutions qui sont en train d'être réfléchies. C'est comment avoir des mesures d'attente pour pouvoir transférer le patient un peu plus loin vers un centre d'expertise. Et par exemple, la question qui pourrait se poser, ce fameux REBOA, ce ballon dans l'aorte, pourrait être par contre maîtrisé par nous tous. Ça, pour le coup, c'est très facile, c'est une artère comme on en pose en fémoral. On poserait le ballon, on continuerait sous massage cardiaque, mais on aurait un meilleur flux cérébral et coronarien qui permettent d'étendre ces 60 minutes peut-être à un peu plus et permettre d'aller vers un hôpital qui a l'assistance circulatoire. Donc tu vois, il y a 2 philosophies qui sont, je pense, très complémentaires finalement, mais ça, on n'a pas les réponses aujourd'hui parce que j'ai pas encore le numérateur.
D'accord. Alors c'est marrant parce que pendant que tu répondais, il y a une question sur le REBOA. Alors juste pour préciser un petit peu, globalement, est-ce que vous avez travaillé de la même façon que sur l'ECMO, vous, sur la faisabilité, sur les chiffres que ça peut apporter, etc. Est-ce que vous avez l'expérience, vous, du REBOA en préhospitalier? Ouais, donc nous, ce qu'on a fait, c'est que vu qu'on avait la maîtrise des vaisseaux, entre guillemets, pour l'ECMO, on a appris à faire du REBOA et on a fait quelques cases préhospitaliers de REBOA sur des traumas. C'est tout à fait faisable. Là, nous, la réflexion qu'on a, c'est même l'étendre pour le coup vraiment à tous les médecins, parce qu'en percutané, pour le coup, sous échographe, ça doit pouvoir se faire assez facilement. Le vrai problème du REBOA aujourd'hui, c'est l'accès vasculaire. Tout le monde dit que ça, c'est pas monté, c'est très simple. C'est l'accès vasculaire. Je pense que le fait qu'on ait des équipes médicales, de professionnels, de médecins qui font de la sauve et compagnie, qui savent déchoquer quelqu'un, ont l'habitude de poser des artères. Le problème, c'est qu'on est en arrêt cardiaque sous massage cardiaque, donc ça peut bouger un petit peu. Les flux sont pas terribles à l'échographe, donc c'est pour ça que nous utilisons encore notre technique hybride, comme tu vois là, pour repérer l'artère, pour piquer. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on travaille pour que tout le monde y ait accès. Ok. Ben, écoute, il est 17h. Je te remercie vraiment très sincèrement pour cette session de qualité, du côté interactif. Merci beaucoup. Merci. Et je vais donner la parole à Guillaume Debatty. Guillaume. Merci. Juste pour dire un grand merci à tous les orateurs de la journée, tous les modérateurs, à nos deux derniers intervenants là qui ont fait l'effort de faire ces sessions interactives et c'était pas facile comme commande. Donc merci à vous et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans le chat sur ce qu'on peut améliorer pour les prochains masterclass. C'est enregistré donc même pendant la pub vous pouvez continuer à mettre les commentaires. Voilà. Toi, Xavier. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, pour clôturer cette journée, également, je remercierai bien sûr tout le monde, le MCO, le comité d'organisation, le comité scientifique et surtout le board d'arrêt cardiaque, bien sûr, avec tous les orateurs. Et j'en profite juste, je vous tiens 10 secondes pour vous dire les dates à retenir. Donc, les dates à retenir dans l'ordre. 8 novembre. Le prochain mensuel urgence, donc webinaire le soir, comme d'habitude, à 18h, c'est sur les urgences hémorragiques. Le masterclass, donc ce sera la même modalité qui sera sur douleur analgésie, qui sera le mardi 15 mars. Urgence 2022, le rendez-vous de l'urgence de tous les professionnels de l'urgence du 8 au 10 juin, en présentiel, oui, en présentiel, à Paris, Porte-Maillot. Et enfin, les JTI de Poitiers. Alors ça, c'est dans quasiment un an, mais je le redis, ça sera un élément important et un rendez-vous important parce qu'on va réfléchir et écrire des textes d'experts ensemble avec les participants sur l'avenir de notre spécialité, que ça soit d'un point de vue médical, d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue technologique. Je vous remercie encore à tous pour votre attention et pour votre participation. Un grand merci à vous et comme le disait Guillaume, n'hésitez pas à mettre vos critiques positives ou négatives constructives sur le chat. À très bientôt à tous. Au revoir.